Les Français ont peur pour leur retraite. Ils ne croient pas du tout à la fable de la retraite par répartition. Ils savent bien que d'ici le moment où ils arriveront en retraite, les termes auront changé et ils n'auront probablement rien. Bref, les Français ont peur pour leur retraite, ils ont peur pour leur avenir tout court et du coup, ils épargnent de plus en plus des montants de plus en plus impressionnants et de manière de plus en plus diversifiée. Et c'est sur cette épargne que j'aimerais qu'on s'attarde quelques minutes pour voir, en fait ce que font actuellement les Français. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, donc les Français épargnent de plus en plus, ils épargnent de plus en plus sur du long terme parce qu'ils ont peur pour leur retraite, d'ailleurs également sur des produits typiquement retraite, et ils épargnent aussi de plus en plus sur des contrats de type assurance vie. Et vous allez voir, ce qui est très intéressant, c'est que les Français vont de plus en plus vers les actions. Ils profitent en fait de chaque niche fiscale, chaque bouffée d'air, excusez-moi, j'arrange mon col, chaque bouffée d'air que leur donne le gouvernement pour épargner un petit peu, pour essayer d'assurer leur vieux jour. Les Français ont adopté une attitude frugale, mis en évidence par une tendance marquée à l'augmentation de leur plan d'épargne salariale et de retraite. Selon une enquête récente de l'Association française de gestion financière, ces plans ont enregistré un essor spectaculaire en 2023, avec un encours atteignant 187,8 milliards d'euros, soit une progression vertigineuse de 15,7% par rapport à l'année précédente. Ces chiffres reflètent une dynamique impressionnante, bénéficiant à 12,5 millions de salariés à travers 397 200 entreprises en France. Et je vais faire deux remarques là-dessus. La première, c'est que s'il y a une progression comme ça aussi forte, c'est bien que les Français sentent que la situation ne va pas bien. Vous savez, vous avez eu beau Bruno Le Maire continue à plastronner. Moi, je trouve ça incroyable. Je l'entends dire, mais si, mais la croissance était bien l'année dernière. On a fait 0,9, Bruno. On a fait 0,9 avec un déficit de plus de 5%. C'est-à-dire que pour chaque euro de croissance, tu en as dépensé 5. C'est pas un bon résultat. C'est pas un bon résultat. Et les Français le sentent, ils voient bien que le nombre d'entreprises en faillite est en train d'exploser complètement, et du coup, ils ont peur de l'avenir. Et c'est pour ça, et puis on leur a fait le coup des retraites récemment en repoussant encore l'âge légal, en augmentant le nombre de trimestres. Ils ont très bien compris que la retraite allait leur passer sous le nez au fur et à mesure et qu'ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes. Ça, c'est une bonne chose, remarquez qu'ils comprennent ça. Et résultat, ils mettent de l'argent de plus en plus de côté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'État est aux abois. L'État est aux abois actuellement. Il a besoin d'argent comme jamais. Il a un déficit qui explose complètement. À votre avis, combien de temps il va falloir à Bruno Le Maire, à Emmanuel Macron, pour aller regarder du côté des 187,8 milliards d'euros qu'il y a actuellement sur les plans d'épargne salariale et des plans d'épargne de retraite? Combien de temps il va leur falloir pour regarder ces chiffres-là? Alors, on ne va pas créer des impôts ex nihilo, je pense. On va juste dire, tiens, la telle taxe qui existe sur ces montants, on va rajouter une petite CSG, ou on va augmenter un peu la CSG, ou on va augmenter telle ou telle chose, et petit à petit, on va vous prendre un petit peu de cet argent. Ça, j'en suis, mais dites-moi ce que vous en pensez, mais à mon avis, on ne va pas y couper. Il y a 187 milliards, on a un État qui est affamé, qui ne pense qu'à une chose, c'est récupérer le maximum de fric. Vous allez voir que, on va dire, c'est pas grand-chose, on va vous augmenter de 0,5 points, c'est pas grave, 0,5. Et puis petit à petit, ça augmentera. Je vous rappelle qu'on vous a déjà fait le coup avec la CSG, qui au début, à la création par François Fillon, c'était pas grand-chose.
Ça allait être 0,5 ou quelque chose comme ça. Fillon ou Juppé, j'ai oublié. Bon, tant pis, peu importe, l'un des deux. C'était pas grand-chose, hein. Ça allait être 0,5. Personne n'a râlé pour 0,5. Et puis on augmente, puis on augmente, puis on augmente, puis on arrive à 12. Parce qu'on a un État qui est incapable de gérer, en fait. On est un État qui ne sait que dépenser. Bon, mais allons voir cette somme. Donc vous avez 12,5 millions de salariés à travers 397 000 entreprises en France qui bénéficient de ces plans. Ce pic historique d'épargne salariale et de retraite découle en partie des propositions de la loi Pacte en 2019, visant à libérer les entreprises des entraves réglementaires qui entravaient leur croissance. Cette législation a ouvert la voie à un environnement plus propice à l'épargne salariale, favorisant ainsi une pratique accrue des employeurs et des salariés. Vous savez que ça fait très longtemps que ça existe. Moi, je me souviens il y a vraiment très longtemps. Je devais avoir 28 ans, 28 ou 29 ans. Alors, je suis un vieux, donc c'est il y a 20 ans à peu près. J'étais dans une entreprise qui s'appelait Areas. Et Areas CMA, même quand j'y étais, puis après Areas, c'était une entreprise d'assurance et de réassurance. Et on était 800 ou 900 salariés, je ne me rappelle plus. Et on avait ce plan d'épargne salariale. Et donc, j'ai eu de l'argent qui a été mis par mon entreprise sur ce plan d'épargne salariale. Donc, j'ai aujourd'hui un plan d'épargne. Alors, je ne suis pas resté très très longtemps dans l'entreprise, mais j'ai 1800 euros, je crois, ou 1900 euros, je ne sais plus, sur ce plan d'épargne salariale que je pourrais récupérer qu'à ma retraite. Alors, tous les ans, je reçois un petit courrier me disant vous avez tant. Bon, ça me passionne pas, mais voilà, c'est pour vous dire en fait que c'est pas neuf, puisque moi j'ai eu ce genre de choses il y a 20 ans. Dans une boîte, vous voyez, 800-900 salariés, c'était pas une grosse boîte, quoi. C'était une belle boîte moyenne. L'épargne salariale provenant de la participation, moi c'est ça, j'ai eu participation et intéressement. L'épargne salariale provenant de la participation et de l'intéressement, de l'abondement de l'employeur et même de versements volontaires connaît une diversification dans sa gestion. La gestion pilotée, confiée à des professionnels, gagne en popularité avec 66% des porteurs de produits d'épargne adoptant ce mode de gestion. Il représente un encours de 11 milliards d'euros. Donc c'est vraiment majoritaire. Alors vous savez, la gestion pilotée, c'est quand, ça existe aussi dans l'assurance vie, c'est quand généralement, pour simplifier, on vous dit gestion prudente, gestion équilibrée ou gestion, c'est quoi leur truc? C'est prudente, équilibrée, et je ne me rappelle plus la troisième, peu importe. Mais prudente, grosso modo, on va mettre votre argent en obligation et l'équivalent un peu des fonds euros dans l'assurance vie. Donc, vous mettez votre argent en obligation. Équilibré, on va faire moitié obligation, moitié action. Et entreprenante ou je ne sais plus quoi. Dynamique, voilà, gestion dynamique, on va vous mettre à 80% ou 90% en action. Et en fait, vous avez derrière un gérant qui va décider d'acheter telles actions ou telles obligations et qui va suivre les règles de son fonds. Et donc, c'est ce qui est le plus utilisé dans ce genre de produit. Un aspect intéressant réside dans la répartition de l'épargne retraite, où l'AFG note une préférence marquée des jeunes pour la gestion pilotée, donc la gestion dont je viens de vous parler. En 2023, 51% des encours d'épargne retraite des moins de 30 ans étaient gérés de cette manière, avec une orientation plus agressive vers des investissements en actions représentant 63% des portefeuilles de cette catégorie. Et ils ont raison, c'est-à-dire quand vous avez moins de 30 ans, vous avez tout le temps devant vous. Donc, si votre but, c'est la retraite, et c'est très très bien de démarrer son investissement en retraite à moins de 30 ans, si votre but, c'est la retraite, eh bien, actions au maximum. Les actions au maximum, parce que vous avez des années et des années devant vous. Vous avez 20, 30 ans devant vous. Donc là, il n'y a aucun problème pour être sur les actions. Les risques, il y a toujours des risques, mais ils sont extrêmement faibles. C'est sûr qu'à 55 ans, il est un peu tard pour s'intéresser à ce genre de choses. Mais à 30 ans, allez-y. Donc c'est assez normal
que les moins de 30 ans décident d'aller dans une gestion pilotée là-dessus. Vous savez qu'il y a un contrat qui s'appelle le Madelin pour les artisans commerçants. Le contrat Madelin, donc c'est un contrat qui a été créé quand Alain Madelin était ministre de l'économie, je crois, ou de l'industrie, je ne me rappelle plus. Et donc Alain Madelin, c'est un libéral. Et il avait créé ce contrat qui était grosso modo une assurance vie. Voilà, donc comme ce que vous connaissez dans l'assurance vie, mais dont les sommes que vous versez dans le contrat sont déductibles des impôts pour les artisans et les commerçants. Donc c'était plutôt bien parce que ça leur permettait aux artisans et aux commerçants de se constituer une retraite, et les sommes étant déductibles des impôts, bah c'était vachement pratique pour eux. Et la façon dont c'était construit, c'est que jusqu'à 20 ans avant votre retraite, donc jusqu'à ce que vous ayez 40 ou 45 ans, vous pouviez être au maximum en action. C'est vous qui choisissiez, hein, même chose, vous aviez des profils que vous choisissiez, mais vous pouviez avoir beaucoup, beaucoup d'actions. Et après, automatiquement, le contrat entre vos 45 ans et vos 65 ans, par exemple, allait progressivement passer automatiquement en obligation pour que vous soyez sûr, au moment de la retraite, de toucher une rente. Et donc, à la retraite, la compagnie d'assurance qui gère votre contrat vous propose une rente, et donc ils vous disent, voilà, vous allez toucher 500 € par mois, 1000 € par mois de retraite Madelin. Et c'est un système en fait qui est plutôt très très bon. Moi, ce que je regrette, je crois qu'on ne pouvait pas retirer en capital, on était obligé de sortir en rente. Donc ça, je le regrette un petit peu, mais pourquoi pas. Et après tout le monde n'est pas capable de gérer un gros capital. Donc c'est pas forcément idiot de dire que comme c'est une retraite, les gens vont toucher une rente. Mais par contre, j'ai trouvé ça très intelligent de dire, 20 ans avant, on commence à passer toutes les actions en obligation, ce qui fait que quand la personne part à la retraite, il a réellement les sommes, il les a, c'est du solide, c'est sûr. Même s'il y a une crise de 29 qui pointe le nez, il continue à garder, à avoir son argent sous forme d'obligations, généralement d'obligations d'État, donc les plus sûrs. Je sais que les obligations d'État, c'est pas sûr à 100%, mais quand même le truc le plus sûr, voilà, le truc le plus sûr qu'on peut avoir. Donc rien n'est sûr dans le monde, hein. Vous pouvez avoir un météore qui s'écroule, hein, mais voilà, c'est le truc le plus sûr qu'on peut avoir. Et donc j'ai trouvé ça très très intéressant comme système. Donc, le fait que les moins de 30 ans soient en action, c'est tout à fait normal et ça me semble être tout à fait à la fois logique et bon. Cette tendance reflète la recherche d'une croissance à long terme dans un contexte de faible rendement sur d'autres actifs. Parallèlement, l'assurance vie a également enregistré une progression significative avec des cotisations atteignant 140,9 milliards d'euros sur les 11 premiers mois de 2023, soit une hausse de 6% par rapport à l'année précédente. Donc on est vraiment aussi au plus haut sur l'assurance vie. Malgré cette collecte nette relativement modeste, les chiffres marquent un niveau record pour ce type de placement, renforçant ainsi la position prédominante en tant que véhicule d'investissement privilégié pour les ménages, notamment en raison des avantages fiscaux. À chaque fois que l'État accepte de vous donner une petite bulle d'air, vous la saisissez. Mais encore une fois, vous voyez, je trouve que l'assurance vie est une très très bonne remarque. L'assurance vie, quand moi j'ai débuté, quand je bossais chez Arias CMA, justement, l'assureur, l'assurance vie, vous n'aviez pas d'impôt dessus. C'était zéro. Avant Arias, j'avais bossé notamment pour Groupama, et c'était zéro. Il n'y avait pas d'impôt du tout. Et justement, je ne sais plus si c'est Fillon ou Juppé, a introduit le 0,5. Pas grand-chose. Oh, on n'allait pas vous prendre grand-chose, vous en faites pas, mais vous pouvez être solidaire. Soyez solidaire. Donc on n'allait pas vous prendre grand-chose. Mais on allait quand même vous prendre un peu. Et puis ça augmente, et puis ça augmente, et puis ça augmente. Et puis maintenant, je crois que de mémoire, c'est 12,5% qui sont pris automatiquement. Il faudrait vérifier le chiffre, mais il me semble que c'est 12,5%. Donc comme j'ai plus ce genre d'assurance vie et que j'achète directement des actions, moi, je ne suis plus totalement au courant de ça. Mais il me semble que c'est 12,5% maintenant. Et donc, si on est passé de 0 à 12,5%.
Et on va continuer à augmenter très probablement. Hein. Quand, par exemple Bruno Le Maire dit on doit augmenter les salaires nets, j'ai fait une vidéo là-dessus, on va augmenter les salaires nets des Français. Et pour ça, il lance deux pistes, la TVA sociale, mais également, donc j'ai fait une vidéo sur la TVA sociale hier, mais également la deuxième piste qu'il lance, c'est augmenter la CSG, qui va prendre de l'argent sur les contrats d'assurance vie. Donc, vous voyez, donc, cet argent, en fait, que vous avez dans les enveloppes fiscales, quand vous avez un État qui gère ses sous absolument n'importe comment, mais absolument n'importe comment, eh bien, vous pouvez être certain qu'il va piocher un petit peu. Encore une fois, moi, j'avais une assurance vie à mes débuts dans les assurances. L'assurance vie, c'était 0. Et puis maintenant, on est à 12,5. Cependant, l'assurance vie fait face à une concurrence croissante de la part des produits d'épargne réglementés tels que le livret A et le livret de développement durable et solidaire, le LDDS, qui offrent un rendement plus attractif. Alors, c'est vrai pour l'assurance vie en fonds euros. Hein, là, vous savez, vous avez deux types d'assurance vie. Vous avez l'assurance vie en unité de compte, dans lequel vous pouvez avoir des actions, dans lequel vous pouvez avoir une gestion pilotée, donc ce que je vous disais, prudent, équilibré, dynamique, et dans lequel donc, vous pouvez avoir des actions. Là, vous êtes sur des rendements avec les actions qui sont très nettement supérieurs par rapport aux obligations, avec un risque plus important. Vous savez ce que disait Rothschild? Rothschild disait, si vous voulez bien manger et mal dormir, achetez des actions, parce que les actions, ça fluctue, et donc il y a des moments où ça s'effondre. Par contre, quand ça marche sur le long terme, enfin quand ça marche, ou alors de toute manière sur le long terme, vous gagnez beaucoup plus d'argent qu'un obligataire. Si vous voulez bien dormir et mal manger, achetez des obligations. Donc la phrase de Rothschild en entier. Si vous voulez bien manger et mal dormir, achetez des actions. Si vous voulez bien dormir et mal manger, achetez des obligations. Donc c'est un peu ça l'idée. Et les fonds euros, c'est exactement ça. Le fonds euro, c'est principalement des obligations françaises et des obligations d'autres pays. Et donc les taux sont bas. Les rendements sont bas, surtout que pendant une longue période, vous savez, la Banque Centrale Européenne a trouvé ça très intelligent de mettre des taux à zéro, ce qui fait que les États ont émis des obligations avec des taux quasiment à zéro. Ils ont obligé par la réglementation les assureurs d'en acheter. Du coup, les assureurs sont blindés d'obligations qui leur rapportent zéro, qui sont invendables parce que personne ne veut les acheter maintenant, ces obligations. Donc les assureurs sont scotchés avec ces obligations qui leur rapportent zéro. C'est pour ça que les taux de l'assurance vie en fonds euros sont extrêmement faibles. Et qu'effectivement, ils ont une concurrence avec le LDDS ou avec le livret A. Mais les fonds en assurance vie, les fonds actions, ou les profils dynamiques, les profils même équilibrés, où c'est 50% obligations, 50% actions, font bien mieux que le livret A ou le LDDS. Malgré cela, l'assurance vie conserve sa résilience, soutenue par son attrait fiscal et sa flexibilité en termes de gestion de patrimoine. Cette tendance vers une épargne plus active et diversifiée reflète une prise de conscience croissante des défis financiers à long terme auxquels sont confrontés les individus, ainsi que la recherche de solutions plus rentables dans un environnement de taux d'intérêt historiquement bas. En fin de compte, ces évolutions illustrent une transition vers une culture de l'épargne plus dynamique et stratégique, adaptée aux réalités économiques contemporaines. Moi, je trouve que ça illustre surtout une peur des Français sur l'avenir et le fait que les Français, ils ont bien raison, ont compris qu'ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes sur le long terme et surtout pas sur cet État. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous avez peur pour votre retraite? Est-ce que vous avez peur pour l'avenir? Est-ce que vous avez soit une assurance vie, soit ces plans d'épargne retraite ou des plans d'épargne salariale? Est-ce que vous êtes plutôt fonds en euros ou fonds dynamiques? Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.